Bienvenue à cette exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un texte qui nous interpelle. Progrès versus modernisme aveugle. Ça sonne un peu philosophique, mais en fait, ça touche vraiment nos vies, nos choix, comment on construit demain. Notre mission aujourd'hui, décortiquer un peu ces deux concepts-là. Le progrès authentique, qu'est-ce que c'est pour vrai, puis comment on fait pour le distinguer de cette espèce de course à la nouveauté qui des fois a l'air de tourner un peu dans le vide. Allons voir ça. C'est une distinction qui est vraiment fondamentale, oui. Le texte la met bien en lumière. Le progrès, d'après ce qu'on y lit, c'est, disons pas juste une nouveauté. C'est une amélioration qui est pensée, qui est voulue, guidée par la raison, OK, mais aussi l'éthique, puis une vision à long terme. Le but est clair, normalement, régler un vrai problème, améliorer concrètement le bien-être des gens ou approfondir nos connaissances. Pensez, mettons, à l'éradication de certaines maladies ou l'avancée des droits humains. OK. Donc, si je suis bien, c'est pas juste faire de nouveau, mais c'est faire mieux. En se basant sur une évaluation, une critique de ce qui existe déjà, une démarche qui cherche un bénéfice humain réel, durable, puis qui idéalement implique les gens dans les choix. C'est ça. Exactement. C'est là que ça devient intéressant quand on compare avec ce que le texte appelle le modernisme aveugle. Là, l'accent est mis sur le nouveau, pour le nouveau. La rupture, c'est comme la valeur suprême. Souvent, on adopte le changement sans trop évaluer les conséquences ou même se demander si ça répond vraiment à un besoin. C'est l'innovation qui devient comme une fin en soi, déconnectée d'une vision plus large, tu sais. Ah oui, puis ça, on le voit quand même pas mal, non? Les mises à jour logicielles qui changent tout mais améliorent pas grand-chose, l'obsession du dernier téléphone même si l'autre marche encore super bien, ou même certains projets d'urbanisme qui démolissent pour construire du neuf mais du neuf standard sans âme locale. On oublie souvent la question de base. Pourquoi on fait ça au juste? Tout à fait. Puis ce qui est difficile, c'est que la ligne entre les deux, ben, elle est souvent floue. L'intelligence artificielle, c'est un super bon exemple que le texte utilise, utilisé pour, disons, aider au diagnostic médical ou optimiser l'énergie. Là, c'est clairement du progrès potentiel. C'est immense. Mais quand la même techno sert à faire des deepfakes, amplifier la désinformation ou créer des filtres sociaux un peu vides, sans trop de contrôle, bien là, on glisse vers le modernisme aveugle. On adopte la technologie sans assez réfléchir à l'impact sur la société, à l'éthique derrière. Oui, c'est une zone grise assez fascinante. Puis, le texte, est-ce qu'il explique un peu pourquoi on tombe si facilement dans ce panneau-là, du modernisme aveugle? Qu'est-ce qui nous pousse? Mais il y a plusieurs facteurs qui sont nommés. Il y a la peur, tu sais, la peur d'être dépassé, d'avoir l'air vieux jeu dans un monde qui bouge vite. Il y a aussi l'attrait psychologique du nouveau. C'est fort, ça. Le changement, ça excite. Puis il faut pas oublier les intérêts économiques. Ceux qui poussent à consommer, à remplacer vite. Puis des fois, c'est juste un manque de vision claire, un manque de leadership pour poser les vraies questions. Alors, face à ça, comment on fait pour cultiver un progrès plus réfléchi, plus humain? Le texte donne des pistes. Oui, il insiste beaucoup sur le fait de toujours, toujours se demander pourquoi. Pourquoi on fait ça? Il faut adopter ce qu'on appelle une approche systémique. Ça veut dire regarder plus loin que l'effet immédiat, évaluer les impacts sur l'environnement, la société, l'économie à long terme, les relations humaines. Tout est lié, en fait. Ça demande de promouvoir la pensée critique partout, de valoriser une certaine prudence, peut-être, le temps long face à l'urgence qu'on nous impose souvent. Puis il y a cette idée que j'ai trouvée intéressante de considérer la beauté comme un critère de progrès. Ça va plus loin que juste l'esthétique, j'imagine. Oui, exact. L'idée, c'est pas juste c'est-tu beau. C'est plus évaluer une innovation sur son harmonie, son sens, comment elle s'intègre dans nos vies, nos cultures, nos valeurs profondes. Est-ce que ça enrichit l'expérience humaine? Est-ce que ça respecte le tissu social, l'environnement? C'est une dimension plus qualitative, souvent oubliée. Le texte suggère aussi que notre mémoire collective, notre histoire, c'est pas un frein, c'est une source de lucidité, une boussole pour nos choix d'aujourd'hui. Intéressant. Fait que, au fond, c'est pas de rejeter la technologie, mais de la remettre à sa place, comme un outil, au service de valeurs qu'on doit définir nous-mêmes. C'est presque ramener la philo dans le débat public, non? C'est pas mal, ça, oui. Reprendre le temps de se demander ensemble ce qui compte vraiment pour nous avant de se laisser emporter par toutes les possibilités techniques.
Le message clé qui ressort, c'est peut-être que notre puissance technologique, elle a dépassé notre sagesse collective pour l'utiliser. Ce qui nous laisse avec une question importante, je pense. Une piste de réflexion pour la ROC. Comment chacun de nous, dans nos choix quotidiens, ce qu'on achète, ce qu'on utilise, les projets qu'on appuie, comment on peut faire la différence entre une innovation qui est vraiment bonne pour nous, puis une nouveauté qui est juste attirante mais vide ou même nuisible? Autrement dit, comment s'assurer que nos choix d'aujourd'hui bâtissent un futur qui est vraiment meilleur et pas juste plus récent? C'est une question ouverte, puis la réponse, comme le dit le texte, elle nous appartient. À nous tous.